êtes toujours sur Al24 News, mesdames et messieurs. Bienvenue pour cette troisième partie de votre émission Hebdo Show. Et on continue à parler de l'achèvement des travaux de la ligne ferroviaire Tindouf-Garage-Bilet. Et je vous redonne la parole à vous, monsieur Mohamed Achir. Juste pour enchaîner avec mon ami tout à l'heure, par rapport à la question de financement de ces projets d'infrastructure d'envergure et qui participent directement à la relance économique du pays et à la croissance. Donc je voudrais, enfin c'est mon avis personnel, peut-être même proposer à repenser un peu le mode de financement. C'est-à-dire il faut dépasser ou passer à un autre financement peut-être plus efficient. Ne pas rester seulement dans le financement avec des crédits de trésor public. Et du moment que l'Algérie il est partenaire et il a des actions dans plusieurs institutions financières internationales, des banques multilatérales, comme la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Banque des BRICS récemment aussi. Donc pourquoi pas aussi mobiliser ces financements avec des montages et puis c'est des financements de développement, c'est-à-dire avec vraiment des intérêts très favorables, négociés. Donc je pense que créer aussi un fonds d'investissement, on a un fonds d'investissement, le Fonds national d'investissement, mais pensez aussi à d'autres systèmes de financement algériens, mais qui prennent des participations et qui vont aussi faire des montages financiers avec des banques multilatérales dans lesquelles l'Algérie est partie prenante. Donc, alors, voilà, là, je vous comprends. Et là, c'est mon côté chef d'entreprise qui va vous parler et qui va parler à l'économiste. Je suis d'accord avec vous sur le principe. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons actuellement, avec tous les enjeux géostratégiques qui se passent, avec tous les enjeux, on va dire, conflictuels qui se passent, nous ne savons plus qui est notre ennemi d'hier et notre ami de demain. Et là, je vais vous parler en tant que chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est un bon chef de famille avant tout. C'est-à-dire qu'il protège, voilà, et il responsabilise au maximum les siens. Aujourd'hui, nous avons la faculté, Dieu merci, de s'autofinancer. Dans le monde dans lequel nous vivons, qui est très instable, et je pense que vous le voyez autant que moi, avoir des partenaires, c'est une arme à double tranchant. Ça veut dire que d'une minute à l'autre, ces partenaires peuvent être après des problèmes, mais sur votre territoire. Et je vous le dis vraiment en connaissance de cause. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Même si ça nous coûte des fois un peu plus cher, même si on serre un peu la ceinture, je suis partisan d'être en souveraineté totale sur des projets avec de tels montants et de tels investissements. Là, juste comme ça, c'est important parce que j'aime beaucoup ce qu'il dit pour le coup Mehdi et je le rejoins. On a la capacité d'autofinancement, c'est pas mal. Mais l'autre aspect que vous avez peut-être mis de côté un peu facilement, je pense qu'aller chercher, monter du financement par l'extérieur, c'est créer une dépendance dangereuse. Vous connaissez l'économie allemande des années 20, quand il y a eu l'hyperinflation et après l'effondrement économique, la crise de 29 qui va conduire à ce que les Américains qui avaient beaucoup financé l'Allemagne retirent toute leur bille du jour au lendemain, ça a liquidé le pays. Ça a vraiment liquidé le pays. Donc ce qui se passe, c'est que je serais d'accord sur un point, un financement par un autre moyen qui est très intéressant et pour lequel on ne prend aucun risque. C'est la levée de capitaux, pas les investissements structurants. Tout ce qui est très lourd, vaut mieux que ça reste l'État, parce que sinon c'est dangereux. Mais tout ce qui est entreprise, par exemple, levée de capitaux par la finance de la bourse. Quelqu'un qui vient chez vous, qui pose son argent en prenant le risque, c'est un capital risqueur, d'investir dans une société algérienne par exemple, en espérant retirer des bénéfices, c'est lui qui prend le risque. Nous, on ne demande rien. On ouvre le capital, s'il gagne tant mieux, s'il perd c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas une dette de l'État algérien. Alors que par contre tout ce qui est structurant, on parle d'autoroutes, de chemins de fer, de choses très très lourdes, mieux vaut garder cela pour nous parce que si on fait appel à des forces extérieures, on devient dépendant. Ce que tu oublies quelque chose, Gamal, en fait, dans ta lecture, c'est que au-delà des projets structurants et le financement que effectivement je conçois qu'il faut diversifier et profiter aussi de la dynamique favorable géoéconomique de l'Algérie. Vous avez évoqué effectivement la Banque des BRICS et autres, dans laquelle l'Algérie a investi effectivement en étant qu'actionnaire. Mais moi j'aimerais plus m'orienter, oui effectivement avec des partenariats qu'il faudra profondément et intrinsèquement penser ou repenser pour avoir des partenaires fiables et viables. Mais là où peut-être un point très important, nous sommes sur des projets structurants stratégiques. On parle de géoéconomie du rail. On parle aussi de montage de dossiers chronophage.
Combien même demain l'Algérie souhaiterait effectivement monter un dossier avec un partenaire fiable via la Banque de Briques, et là je parle sous votre contrôle, c'est des montages qui vont prendre énormément de temps, parce qu'il y a un temps administratif, il y a un temps institutionnel, il y a un temps de coopération internationale notamment, qui lui aussi peut prendre des mois, voire des années, et l'Algérie n'a pas ce temps-là aujourd'hui. Ça, le président de la République a souhaité rapidement, bien sûr dans des montages souverains, encore une fois, certes, oui, c'est vrai, le monde idéal de diversifier plus tard, on pourra le faire, mais en connaissance de cause, et on pourra le faire dans un écosystème favorable dans lequel nous n'avons pas ce facteur temps qui est au-dessus de nos têtes. Mais aujourd'hui, moi, je considère que lancer des projets comme celui-là, parce que, vous savez, quand je parle des géoéconomies du rail, chaque mètre de rail posé aujourd'hui dans le sud nous rapproche davantage de l'Algérie dans son rôle continental, africain, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça nous ouvre en fait la profondeur africaine, ça nous ouvre aussi au-delà d'Oran les marchés occidentaux, les marchés étrangers. Donc oui, c'est un projet stratégique sur lesquels nous avons besoin. Je pense que le président, avec ses conseillers, avec une vision, avec une volonté politique effectivement économique qui est en rupture avec les mécanismes anciens, faut le rappeler. Donc aujourd'hui, ce temps, ils veulent rattraper et c'est pas évident effectivement sur des projets comme celui-là. En revanche, le projet, il est bien là, les mètres de rail sont posés chaque jour et le projet suit son cours selon le planning défini. Juste pour préciser, je ne parle pas de l'endettement extérieur destiné à financer la consommation. Je parle de financement multilatéraux. Explorer l'autre. Il faut quand même rentabiliser nos actions aussi. Et on a participé dans la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement. La dernière fois, le sommet de la Banque islamique de développement, l'Assemblée générale tenue à Alger, donc le directeur ou le président de cette banque parlait quand même de presque 3 milliards de dollars qui sont disponibles réellement. C'est une disponibilité. Si l'Algérie souhaite contracter des financements à taux, bien sûr, préférentiel pour financer le développement. C'est une forme d'autofinancement. Oui, mais parce qu'on participe, on est dans une logique partenariale. C'est la logique partenariale. C'est vrai que, oui, on connaît très bien un peu les risques qui sont liés au surendettement. On voit l'Afrique, il souffre de surendettement, etc. Exactement. Mais c'est là où le chef de famille reprend sa place, où le président de la République, en bon chef de famille, en bon père de famille, préfère sécuriser déjà la souveraineté économique en disant les grands projets infrastructurels, c'est nous qui les gérons avec nos deniers. Et ensuite, si nous avons des besoins de partenariat gagnant-gagnant avec des entités où on doit faire des montages financiers, ok. Mais par exemple, pour moi, je préfère on peut financer aujourd'hui l'hydrogène vert, les énergies renouvelables, bien sûr. Financer des projets même de partenariat industriel, et tout ça. Oui, mais pas sur le projet infrastructurel direct. Mais en tout cas, stratégique, il faut de l'ingénierie financière, certes. Il faut créer un fonds souverain. Pourquoi pas prendre des participations? Il faut internationaliser la finance algérienne. On ne va pas rester dans la finance seulement des banques et les crédits bancaires. Il faut s'internationaliser, il faut pénétrer la finance internationale. Et il y a de l'ingénierie financière, bien sûr. Et puis le financier, vous dit que le meilleur financier est celui qui sait travailler avec l'argent des autres. Très bien, merci Monsieur Mohamed Achir. Merci pour ces mots. On doit passer à autre chose, messieurs, si vous le voulez bien. Alors l'Algérie s'apprête, le sujet vous intéresse également, hein, Monsieur Achir, l'Algérie s'apprête à accueillir la foire commerciale intra-africaine. C'est un grand rendez-vous économique continental. Et Faisal Mtaoui a les détails pour nous. Absolument, la foire commerciale intra-africaine, l'IATEF, aura lieu du 4 au 10 septembre 2025. On parlait de la mine Garage Billet. La mine Garage Billet permettra aussi à l'Algérie de devenir un acteur majeur en fer et en acier dans la zone africaine, et quitte à exporter, parce que l'Algérie de toute façon prépare l'après-pétrole, de la nécessité de s'intéresser au potentiel minier et également agricole. Cette foire, elle est importante parce que l'Algérie confirme son grand intérêt au marché africain et également asiatique. On parlera tout à l'heure de l'ASEAN, qui est une association importante. L'Algérie a intégré le mécanisme de coopération avec cette grande région, cette grande organisation internationale. L'IATEF aura lieu en septembre et cette semaine, il y a eu l'événement promotionnel de cette foire en présence de l'ancien président du Nigeria, M. Obasanjo, qui a été aussi reçu par le président Abdelmajid Tebboune. M. Obasanjo est le président du conseil consultatif de cette foire. Ça sera une grande rencontre, un grand rendez-vous commercial. Il s'agit aussi de densifier ou de renforcer la zone de libre-échange africaine. L'Algérie est
acteur majeur et ça a été beaucoup dit. L'Algérie a pris beaucoup d'initiatives. Badis parlait de l'ouverture à l'Afrique. Oui, le projet de chemin de fer vers le sud, c'est important, mais également l'ouverture de lignes aériennes, parce qu'à Algérie, vous savez, elle a ouvert des lignes aériennes. Il y a un projet structurant qui va donc de Zouerat vers de Tindouf Zouerat, l'ouverture de filiales de banques algériennes en Afrique de l'Ouest. Donc il y a toute une politique africaine de l'Algérie en matière commerciale, en plus de celle qui est très dynamique aussi en matière diplomatique et politique. Donc cette part, ça permettra aussi de nier beaucoup de partenariats dans le futur. Ça a été dit par le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, M. Kamel Zik, lors de cet événement organisé à Alger. Beaucoup de monde, beaucoup d'experts s'attendent à une forte présence de diplomatique, de ministres, d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise, pour aussi avoir des partenariats futurs avec l'Algérie, avec tout l'ensemble africain des pays qui ont des relations déjà très importantes avec l'Algérie. Mohamed Achir, avec ce type de rendez-vous économique continental, l'Algérie conforte aujourd'hui sa place de locomotive du développement en Afrique? Effectivement, déjà l'Algérie fait partie des 8 premiers pays de la ZLECAf qui ont, c'est-à-dire initié la zone, c'est-à-dire avec un démantèlement progressif de toutes les barrières tarifaires et non tarifaires. Donc l'Algérie, c'est la locomotive, en quelque sorte, de l'intégration africaine et surtout de l'intégration commerciale. Et puis même au niveau de l'Union africaine, l'Algérie a toujours plaidé pour non seulement l'intégration commerciale, mais aussi le développement intra-africain à travers les différents c'est-à-dire programme de développement avec l'Agence africaine de développement qui a remplacé le NEPAD. Et même le président de la République, lors de la dernier sommet de l'Union africaine, il a contribué au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Donc c'est pour soutenir un peu même la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance africaine. Et donc on peut dire que la politique panafricaniste de l'Algérie est très connue depuis l'indépendance. Et cela, on le recèle aujourd'hui aussi, même dans l'augmentation même des échanges avec les pays africains. Et surtout, l'Algérie l'appelle aussi à créer carrément des chaînes de valeur régionales africaines intégrées, c'est-à-dire au-delà de l'échange des biens et des services, mais carrément partager la valeur entre les Africains de façon justement à créer une chaîne de valeur. Et d'ailleurs, même la politique de création des zones franches frontalières décidée par le président de la République, c'était aussi dans c'est-à-dire dans cette approche de développement carrément de l'industrie intégrée avec les pays africains, surtout aux frontières du pays. Donc je pense que ce rendez-vous sera un moment pour justement renforcer surtout des échanges en créant des espaces de B2B, des espaces B2G, c'est-à-dire entre les entreprises, entre les décideurs politiques aussi, et décider toutes les opportunités permettant d'augmenter les échanges intra-africains, parce qu'il faut le dire, les échanges intra-africains sont très faibles relativement aux autres regroupements régionaux dans le monde, comme l'Union européenne, ASEAN, ALENA, etc. Donc c'est le moment pour faire connaître aussi le potentiel africain en matière industrielle, en matière des services, et faire connaître les opportunités d'investissement. Et surtout, vous savez que la matière première africaine, il est au service davantage des économies industrialisées, que ce soit l'Europe, l'Asie, aux États-Unis, mais pas au service de l'industrie africaine. Donc peut-être que les Africains qui s'industrialisent achètent en deuxième ou troisième main leur propre matière première. Donc cela renseigne un peu de cette... D'ailleurs, il y a d'abord les termes d'échange qui sont défavorables à l'égard des pays africains. En plus, il y a c'est-à-dire l'absence de mise en réseau des économies africaines et qui fait profiter davantage les économies industrialisées, les économies industrielles que les économies africaines. Très bien, alors l'Algérie, locomotive de l'Afrique, et pays souverain non endetté. L'Algérie est donc un pays qui n'a pas de dette et qui n'a pas besoin de l'aide au développement. Je vous propose d'écouter justement la déclaration du directeur de l'agence France Développement. Regardez.
sur l'Algérie, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Les chiffres sur l'aide au développement de la France envers l'Algérie ont été beaucoup cités, parfois à défaut. Vous savez de quoi il s'agit, en fait. Ce qu'on déclare à l'OCDE comme aide publique au développement pour l'Algérie, en fait, c'est pas de l'AFD, c'est en fait des bourses pour des étudiants algériens en France, exclusivement. Et nous, à l'AFD, on n'a pas d'activité en Algérie, en vérité. On ne fait pas de financement en Algérie. Et pour un montant total de combien, alors ? Je crois qu'on est sur quelques dizaines de millions d'euros. Et encore une fois, l'Algérie ne s'endette pas, l'Algérie ne prend pas d'argent venant de l'Agence française de développement. Ouais. On va parler climat, vous nous en avez dit un mot tout à l'heure. Est-ce que l'enjeu climatique, il est suffisamment pris en compte aujourd'hui ? Voilà, Mehdi, une réaction à cette déclaration du directeur de l'AFD. Un petit bonjour à Sarah Knafo, Éric Zemmour. Donc Sarah Knafo, Éric Zemmour, si tu nous regardes. Si vous nous regardez, c'est juste Rémi Rioux, qui est directeur général de l'Agence française de développement. Donc je ne pense pas qu'il ait des origines algériennes ou qu'on lui ait fait un virement hier de la BEA pour dire des choses comme ça. Donc l'Algérie ne s'endette pas et ce n'est pas l'Agence française de développement qui fait des dons à l'Algérie. Donc voilà, Sarah, Eric, si vous nous écoutez, bienvenue en Algérie. Alors messieurs, au contraire de l'Algérie, le Maroc, donc pays voisin, lui, est confronté à cette pauvreté, à cet endettement. Le Maroc, donc, où une vague de protestations s'est élevée une fois de plus. Les Marocains dénoncent, Faisal, la misère sociale et la répression du Marzan. Absolument, parce que le Maroc, c'est vrai qu'il y a une diplomatie qui fait beaucoup de bruit, pour ne pas oublier les problèmes sociaux, parce qu'on avait des manifestations, notamment dans le Rif, au nord. Les gens, on a vu quelques vidéos qui ont ils sont passés sur les réseaux sociaux parce que les médias marocains n'en parlent pas. Des gens sont sortis pour réclamer de l'eau, réclamer des hôpitaux, réclamer des routes. C'est du social, bref, c'est du développement local parce que le pays a souffert d'un séisme, mais la reconstruction tant promise par le Palais Royal n'a pas eu lieu. Au contraire, on a tout fait pour qu'on oublie ce qui s'est passé, connaisse par exemple des villages du Grand Atlas où il y a une pauvreté extrême, ça c'est les organisations internationales qui le disent, dans cette misère, d'où ce ras-le-bol populaire contre la politique menée par Aziz Akhnouch, parce que Aziz Akhnouch voudrait apparemment sanctionner les gens du Rif qu'on voit à l'image du fait qu'ils n'aient pas voté lors des dernières élections parce que c'était un vote sanction. Donc si vous ne votez pas pour mon parti, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Aziz Akhnouch c'est un homme d'affaires. D'abord, avant d'être un homme politique, c'est un archimilliardaire qui est très proche du Palais Royal. Donc vous n'avez pas voté pour mon parti, je vous laisse dans la misère. Et à un moment donné, la patience populaire a des limites. D'où cette manifestation parce que le Maroc connaît aussi d'autres manifestations liées notamment à la reconnaissance ou à la relation avec la normalisation de camps détentionnistes qui sont en train de commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité à Gaza, qui continuent de le faire, puisque chaque jour il y a des morts à Gaza. Et donc ce ras-le-bol populaire est en train de se développer, malgré le silence des médias, y compris les médias occidentaux qui n'ont rien vu. Il ne se passe rien au Maroc pour eux, parce que tout le monde a des relations avec ce pays. Il a des palais à Marrakech, il a des avantages, etc. On connaît comment fonctionne la diplomatie du chéquier marocain. Et donc ce ras-le-bol populaire risque de prendre de l'ampleur les prochains mois, malgré donc les silences, malgré la répression. La population a atteint une limite de sa patience. Et toujours à propos de pauvreté et de précarité, regardez mesdames et messieurs ces quelques images, on revient dans quelques instants. Au Maroc, certains vivent dans le luxe, comme s'ils habitaient un autre monde, alors qu'ici, la patience seule ne nourrit pas et ne crée pas la justice. Il n'y aura pas de dignité si nous ne l'arrachons pas. Sur le plateau, heureux. Rien ici n'est vraiment heureux. Des hommes, des femmes, des enfants marchent sur des pieds fatigués, portant sur leurs épaules la fatigue des montagnes et la patience des années. Ils marchent vers Beni Mellal, vers le siège d'une wilaya qui n'écoute pas et d'un conseil régional qui ne voit rien. Là-haut, il y a des palais, des jardins, des lacs qui ne manquent jamais d'eau, alors qu'ici, la soif habite les villages, les écoles se vident et les routes restent coupées. Ces gens n'ont pas demandé grand-chose, juste une école qui préserve la dignité de leurs enfants, une route qui sauve un malade, de l'eau qui ne nécessite pas de pot de vin pour couler. Mais dans un pays où l'on couvre les routes de roses pour les cortèges officiels, la montagne reste seule, sans roses, sans promesses tenues, sans justice. Il est temps pour la montagne de comprendre que ses droits ne se donnent pas, ils se prennent, et que les promesses qui reviennent tous les 5 ans ne construisent ni école,
ni route, ni dignité pour les ventres vides. Voilà, Mohamed Achir, on constate des inégalités profondes dans ce pays voisin. Oui, tout à fait. Hein, c'est carrément de la spoliation des richesses du peuple marocain pour servir des puissances étrangères et servir aussi l'entité sioniste carrément. On a vu l'histoire aussi de la culture de l'avocat, comment qu'ils ont pompé des quantités d'eau très importantes et au détriment des cultures stratégiques et au détriment même de l'agriculture des populations locales. Donc tout ça, c'est des injustices qui sont infligées à l'égard du peuple marocain qui vit dans la misère. Il faut rappeler que le Maroc a été toujours cité parmi les pays aussi les plus inégalitaires au monde. Hein. Il y a des rapports de plusieurs ONG internationales qui le citent parmi les pays les plus inégalitaires. Donc il y a en plus de ça, donc ces inégalités, on trouve aussi un peu même quand on parle de l'économie, effectivement, c'est une économie tout à fait dépendante du capital étranger. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations qui dénoncent la corruption dans ce pays. Voilà. Et quand on a une économie dépendante du capital étranger, donc on n'a pas de souveraineté nationale. Donc on n'a pas aussi de politique nationale. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de politique sociale dans ce pays. Et il n'y a que de tribut social qui est payé par le peuple marocain, malheureusement. Et on voit, j'ai déjà visionné des reportages par rapport au séisme. Je ne me rappelle pas de l'année du séisme. Donc, à ce jour, des milliers de familles qui ne sont pas encore logées. Hein, ils sont livrés à eux-mêmes en pleine nature. Donc tout ça renseigne un peu d'un système, d'un régime de Makhzen qui est despotique, autoritaire et qui est en train de servir les puissances étrangères au détriment du peuple marocain. Eh bien, je pense qu'il faut rappeler à certaines personnes qui ne le savent peut-être pas ou qui font semblant de ne pas le savoir qu'il y a certaines régions rurales qui n'ont ni eau ni électricité. J'aimerais d'abord rebondir sur effectivement le séisme, vous faites bien de le dire. Et je rappelle un élément très important aux Marocains, au peuple marocain frère, que pendant cette tragédie effectivement qu'a connue le peuple marocain, l'Algérie a proposé son aide. C'est vrai. Et c'est des aides qui sont restées sur le tarmac parce que justement ce régime autoritariste, dictatorial a refusé à dénier, non pas d'accepter les aides de l'Algérie, mais de porter secours à son propre peuple. C'est pour dire qu'effectivement le fossé est là. Oui, effectivement, on parle d'un pays précaire, économiquement, précaire politiquement également, puisqu'il y a une guerre de succession qui se trame. Mais vous avez au quotidien le peuple marocain qui est la première victime de ce régime. Pays très endetté aussi. Qui est la première victime de cette délocalisation du pouvoir de Rabat vers Tel Aviv, qui est la première victime aussi de cette déliquescence, notamment, de ce je m'en foutiste, de cette désinvolture, notamment de ce régime monarchique, mais surtout un régime qui a généralisé la misère. Un régime aussi, d'ailleurs, et vous me permettez peut-être d'ouvrir une petite parenthèse, anecdotiquement, mais surtout sur un ton grave, un pays qui connaît cette précarité viscérale, cette précarité structurée, notamment, prétend vouloir gérer un autre territoire qui est le Sahara occidental. C'est ça. Mais à un moment donné, un peu de sérieux. Donc oui, le peuple marocain, et pourtant, qui n'est pas en situation de guerre, qu'on sache, meurt par manque de soins. Il n'y a pas d'accès dans des régions notamment, ne serait-ce qu'une simple ambulance pour aller porter, je dirais, des soins à une femme qui veut accoucher. On a des enfants qui meurent notamment par manque de tout, par manque de médicaments. On a un pays qui est quasiment en situation de guerre mais qui ne l'est pas. Et malgré tout ça, parce qu'il y a cette spoliation justement des richesses, cette caste notamment qui s'est autoproclamée citoyen par excellence et a autoproclamé des sous-citoyens qui sont les Marocains, les simples Marocains qui n'ont rien demandé, qui ont demandé que de la dignité, un honneur de vivre digne dans leur pays, et on leur refuse ça. Ben, il y a des juifs sionistes qui sont en train de faire sortir les Marocains de leur maison. Et ils disent que ça leur appartient parce que visiblement il y a un grand projet d'occuper une grande partie du Maroc et cette normalisation entre guillemets n'est que le début parce qu'il y a aussi un lobby juif pro-marocain aux États-Unis qui est en train de pousser encore plus pour que des juifs qui seraient historiquement propriétaires de ces maisons et ceux qui protestent parmi le peuple marocain, ils sont tout de suite conduits en prison. C'est une affaire qui a été évoquée par certains médias,
pas marocain bien sûr, mais qui est en train de prendre de l'ampleur parce que ce projet de rapprochement entre guillemets entre le Maroc et l'entité sioniste a des visées beaucoup plus lointaines. C'est pas un rapprochement, Faisal, c'est une officialisation d'une accointance, c'est une collusion qui date depuis des siècles. Rappelons-le que la première communauté à l'étranger juive, elle est au Maroc. C'est vrai. Que père et fils ont été conseillés par un juif, par un sioniste. Donc ça, c'est très important de le dire. C'est juste, avec cette normalisation des accords d'Abraham, on a officialisé ce qui se tramait en secret, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est le peuple, le dommage collatéral et la première victime reste le peuple marocain avant toute chose. Gamal, c'est une alliance coloniale qu'il y a entre oui, les deux parties. Ça rappelle, c'est très très malsain. Récemment, il y a une sortie assez hasardeuse, ridicule, de la part de Julien Drey, qui lui-même prétend qu'il a une proportion à dire qu'il était 3000 ans en Algérie. Oui. Et il se présente en plus comme pied noir. Donc l'imbécile ne comprend pas que le juif algérien n'est pas pied noir, il confond les deux. Il fait le mélange des genres pour faire genre je suis spolié. Il y a une vérité au Maroc, moi j'ai envie d'en parler parce que j'ai vécu un temps au Maroc. J'ai vécu au Maroc du Nord, dans le Rif. Et j'ai vu ces montagnes de milliardaires face à des enfants qui dorment la tête dans le sol. C'est écœurant. J'ai vu la misère. Quand je vois mes frères souffrir, quand je vois les enfants dans la rue, quand je vois les enfants se droguer à l'alcool, à la drogue, je sais pas quoi, enfin ils utilisent toutes sortes de cols plutôt, ça me fait mal au cœur. Parce qu'on est musulmans, on est maghrébins, on est arabes, et on a une communauté de destin, qu'on le veuille ou non. Quand je vois par exemple une chose qui m'a choqué, Zafzafi qui est un homme extraordinaire, c'est le leader du Hirak marocain. Qui était en prison. Qui a été mis en prison à la suite de l'assassinat d'un type qui a été broyé, un vendeur de poissons, Massine, qui a été broyé par une machine devant les policiers. Il vendait du poisson, le malheureux. Il voulait juste gagner un petit peu sa vie. Et là, vraiment, la Hogra a été mise au maximum. Quand je vois Zafzafi 8 ans de prison pour avoir juste dit dans une mosquée, je veux un peu de social, mettez-nous des usines, mettez-nous des hôpitaux de sa ville d'origine. Quand je vois cette douleur, et je la partage, parce qu'on sait ce que ça signifie, la Hogra, quand je vois effectivement une chose, je vais vous donner un exemple vraiment du caractère honteux de ce système. Un occidental s'installe au Maroc, c'est un roi, il lui fait ce qu'il veut. Et j'ai vu souvent des occidentaux jouer les nababs au Maroc, c'était insupportable. Et il a décidé de se faire un golf. Et donc il détourne les eaux de rivière qui servaient aux paysans pour pouvoir verdir son petit golfe. Les paysans se manifestent parce qu'ils ne peuvent plus nourrir leur terre avec de l'eau, qui est leur eau, je rappelle, hein, ça ne lui appartient pas. Ils détournent l'eau des paysans travailleurs. Et c'est les paysans qui sont réprimés. Ça, c'est quelque chose qui est inquiétant. Ensuite, rappelons l'autre aspect. 80% de dette publique au Maroc. Toute l'économie marocaine est tenue par la France. Il faut y aller pour voir. Les hôtels sont français, les usines sont françaises, tout est français. Les bénéfices sont français. La seule chose dont les Marocains ont le droit, c'est d'être réduits à l'esclavage dans les usines, payés au lance-pierre, travailler du matin au soir, parce qu'ils travaillent énormément, pour satisfaire le capital français qui est parti d'ailleurs d'Europe pour aller vers le Maroc, la délocalisation. Eh bien, il faut savoir une chose, on doit toujours accueillir une chose, se dire que nos frères marocains souffrent et qu'il est inadmissible que ce gouvernement soit incapable de se réformer et place en plus un milliardaire, vraiment quelle honte, comme Premier ministre. Aujourd'hui, le Maroc est sous tutelle malheureusement et la tutelle est financière. Très bien. Mahdi, un dernier mot sur le Maroc. C'est toujours le peuple qui souffre. C'est ça, moi, qui est terrible. Le peuple frère marocain souffre justement de cette déliquescence et de cet abandon du gouvernement marocain. Et le peuple se refuse justement à cette hogra, comme l'a si bien dit Gamal. Et c'est ça qui fait mal au cœur, c'est que des enfants, des femmes, des personnes âgées n'ont pas les moyens justement de se soigner ou de vivre normalement du moment qu'ils n'habitent pas dans des villes touristiques où sont accueillis à bras ouverts des étrangers. Et tout le drame est là, c'est-à-dire que l'étranger est bien accueilli et le peuple lui-même, on le met de côté. Et c'est ce qui fait mal au cœur. Très bien, merci messieurs pour ce débat. Monsieur Mohamed Acher, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes expert en économie et enseignant universitaire. Merci beaucoup. Merci professeur. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.